Il n'y a rien de tel qu'un film anti-guerre, nous a dit François Truffaut. Pourtant, on connaît tous des films de guerre qui peuvent nous donner l'impression inverse. On aime les voir, mais pourtant personne n'aimerait troquer sa place confortable contre un tréguier et une arme à feu. Mais pourtant, encore une fois, on aime les regarder. Mais alors comment un film qui dénonce la guerre peut-il finir par la rendre séduisante ? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode du Lucie Show. Je sais que ça faisait très longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, mais l'été fut bien chargé, la rentrée de même, et en plus de ça on s'est lancé dans quelques nouveaux projets. Par ailleurs aussi un podcast qu'on a lancé qui s'appelle Roaring Twenties qui est disponible aussi sur cette chaîne YouTube. J'espère que si vous avez le temps vous allez un petit peu regarder. Mais aujourd'hui je reviens avec une vidéo que j'avais en tête depuis... Littéralement, je pense que ça fait 3 ans que j'ai cette vidéo en tête, depuis que j'avais visionné le film 1917, donc ça fait un petit moment. Et je me suis enfin posée pour l'écrire et par conséquent la tourner aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous plaira et on va traiter du coup du thème des films anti-guerre et est-ce qu'il est possible de réaliser un film anti-guerre. Pour commencer, la guerre au cinéma est un spectacle. Quand on filme la guerre, on la transforme immédiatement en cinéma. Donc c'est-à-dire de la mise en scène, de la lumière, du cadrage, le son. Même si le but original du réalisateur n'est pas celui-ci, une scène de bataille devient toujours esthétique. Comme l'a dit Jean-Luc Godard, le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde, mais c'est aussi 24 fois un mensonge. Pour prendre un exemple, la scène d'ouverture du film Il faut sauver la peau du soldat Ryan de Steven Spielberg. Spielberg a voulu montrer la réalité du débarquement et dans un sens, il a réussi. La scène est presque insoutenable à regarder, la brutalité des plans, chaque soldat tombe dans une mare de sang, mais en même temps, il est presque impossible de détacher les yeux de l'écran. La scène est captivante. Les effets sonores explosent dans toutes les directions, la chorégraphie de la bataille est parfaite, et même dans sa cruauté, la guerre devient un spectacle. Mais alors, pourquoi ? Donc le cinéma ne peut pas montrer la réalité brute. Inconsciemment et consciemment, le cinéma embellit à travers des sons, des images, tout ça. Dès que le cinéma tente de traduire, il embellit, il stylise. Donc par exemple, une explosion ne va pas être une explosion, ça va être une explosion cinématographique. 2. La psychologie du spectateur. Regarder un film de guerre, ce n'est pas seulement une expérience intellectuelle, c'est aussi une expérience physique. Notre cerveau ne fait pas bien du coup la différence entre la menace réelle et une menace à l'écran. Quand on voit une explosion à l'écran, les soldats courir sous les balles, notre corps réagit comme si on y était. Résultat, on a des montées d'adrénaline, le rythme cardiaque s'accélère, des sueurs froides parfois aussi, et on vit la peur, mais en sécurité. Et c'est exactement et précisément ça qui rend l'expérience plaisante. Par exemple, dans 1917 de Sam Mendes, on suit du coup le soldat sous un plan séquence où on suit chacun de ses pas, chacun de ses mouvements. On vit cette expérience réellement en temps réel. Le spectateur sort donc de la séance électrisé, presque grisé par l'intensité de l'expérience. Donc ce qui devait être une immersion dans l'horreur devient malgré tout une expérience palpitante. Mais pourquoi ? Ce mécanisme est lié à la sécrétion de dopamine et d'adrénaline. L'adrénaline nous met en alerte face au danger et la dopamine transforme cette peur en plaisir. Une fois qu'on s'en rend compte, il n'y a pas véritablement de risque. C'est exactement le même fonctionnement que dans des montagnes russes ou devant des films d'horreur. On adore parce qu'on sait qu'on n'est pas réellement confronté au danger. De plus, ça nous emmène à notre troisième partie, qui est la partie sur le piège de l'héroïsme et de l'esthétisme dans le cinéma. Même quand un film veut être réaliste et critique, il reste piégé dans l'héroïsme et dans l'esthétique. Parce que forcément, le cinéma adore les personnages forts, les récits de courage ou encore les images qui vont être spectaculaires. Alors même dans un film censé dénoncer, le spectateur finit souvent par retenir les moments de bravoure, le style visuel et même certaines grandeurs. Par exemple, pour imager le film Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, c'est un film qui dénonce l'absurdité militaire, la brutalité de l'entraînement et la déshumanisation des soldats. Mais ce que beaucoup de spectateurs retiennent, c'est souvent les punchlines cultes du sergent instructeur et son attitude autoritaire et badass. Oui, chef! Chef, oui, chef! Dès que vous aurez fini vos pieux, vous les deux crotteux, vous êtes comme un chiottes. Chef, à vos ordres, chef! Au point que certaines de ces répliques circulent aujourd'hui comme des slogans motivants, ce qui était censé choquer devient par conséquent cool. Donc c'est simplement parce que le cinéma fonctionne avec des archétypes narratifs. Le héros, les sacrifices, la rédemption, la camaraderie, ce qui fait qu'en plus dans des films de guerre, ces archétypes vont être 10 fois plus fort. Le spectateur s'identifie au soldat courageux plutôt qu'à la victime anonyme, et les images spectaculaires transforment l'horreur en quelque chose de magnifié. Alors pour contrer un petit peu ce phénomène, certains réalisateurs ont essayé de contrer ce phénomène en utilisant d'autres voies, donc c'est-à-dire supprimer le spectacle, refuser le héros et montrer uniquement l'insoutenable. Ce qui nous mène à notre quatrième partie, quand le cinéma essaie de réaliser réellement des films anti-guerre. Certains cinéastes ont bien compris ce paradoxe. Ils savent que si la guerre devient un spectacle, le message pacifiste se perd,
alors leur stratégie est différente et ils cherchent à casser le plaisir du réalisateur. En l'occurrence, du coup, la question d'adrénaline ou d'héroïsme ne se pose plus, ces films veulent qu'on ressente la guerre comme une expérience insupportable et presque impossible à regarder. Donc pour imaginer ça, on a deux exemples. Premier exemple, le film Come and See qui a été réalisé dans l'Union soviétique par Elem Klimov. Mea culpa. C'est un film qui suit un jeune garçon de 14 ans plongé dans les atrocités de l'occupation nazie en Biélorussie. On y voit du coup des villages brûlés, des civils massacrés, des visages d'enfants traumatisés, et la caméra colle au protagoniste et à mesure que les horreurs s'accumulent, son visage vieillit littéralement sous nos yeux. C'est l'innocence qui est détruite par la guerre. Beaucoup de spectateurs décrivent ce film comme un des films les plus éprouvants de leur vie et qu'ils ne veulent jamais le revoir. On a aussi Johnny Got His Gun de Dalton Trumbo, qui est un film qui a une facette complètement différente. On y suit un soldat de la Première Guerre mondiale, grièvement blessé par une explosion, il a perdu ses bras, ses jambes et son visage. Il est conscient mais incapable de communiquer et il est prisonnier de son propre corps. Tout le film repose sur cette idée que la guerre ne crée pas des héros, elle détruit des êtres humains, parfois pire, la mort. Donc ces films suppriment souvent les caractéristiques des films de guerre, c'est-à-dire pas d'action chorégraphiée, pas de moments héroïques et pas de musique qui embellissent la situation. Leur but est de rendre la guerre insupportable et non pas fascinante. Mais le problème, c'est que ces types de films restent assez marginaux, parce qu'ils sont violents psychologiquement et que beaucoup de spectateurs ne les supportent pas, ce qui empêche ces films de devenir populaires. Et c'est logique parce que pour faire un film réellement anti-guerre, il faut pratiquement faire un film anti-cinéma. Parce que c'est normal, on est obligé du coup de supprimer tout ce qui fait qu'on aime le 7e art, donc le plaisir de l'image, une histoire qui va être un petit peu grandiloquente et tout ce qui s'ensuit, parce qu'il y a beaucoup de passages au sein de la guerre qui vont simplement être insoutenables, douloureux, beaucoup d'ennuis, des images dures, des blessures choquantes et surtout un réel mal-être qui est généré par la guerre, ce qui n'est souvent pas du coup très vendeur au sein du 7e art. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle est assez courte et ça touche un sujet que je n'avais pas vraiment effleuré auparavant sur ma chaîne, mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu étant donné que c'est mon petit retour sur YouTube au niveau cinéma et j'en suis bien contente. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et sinon dans ces cas-là, c'est pas mon problème. Voilà, bisous!